The Weeknd. Ce nom ne doit pas vous être inconnu, et quand bien même il le serait, il suffit que je vous fasse écouter quelques-unes de ses musiques pour que vous puissiez tout de suite voir de qui il s'agit. Un chanteur qui, pour beaucoup aujourd'hui, est considéré comme le meilleur de sa génération, a eu un parcours difficile et semé d'embûches, mais malgré tout, il a su les surmonter et obtenir la place qu'il méritait. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir aux racines. Je vous propose de découvrir l'histoire de The Weeknd. Évidemment, si on veut revenir aux racines, il faut revenir à l'enfance. The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, est né le 16 février 1990 à Toronto, au Canada. Fils de parents éthiopiens, il va rapidement vivre un premier événement difficile de sa vie, un divorce. Ses parents vont divorcer, il va se retrouver élevé par sa mère et sa grand-mère et ne verra quasiment plus son père. Je l'ai vaguement vu quand j'avais 6 ans, puis à nouveau quand j'avais 11 ou 12 ans. Et il avait une nouvelle famille et des enfants. Je ne sais même pas où il vivait. Je le voyais uniquement pour une nuit. Je suis sûr que c'est un type bien. Je ne l'ai jamais jugé. Il n'était pas violent, il n'était pas alcoolique. Ce n'était pas un connard. Il n'était juste pas présent pour moi. En plus de ça, vient se rajouter le quartier dans lequel il a grandi. Scarborough. J'espère que je le dis bien. C'est un endroit où la violence et la pauvreté étaient monnaie courante. Théâtre de conflits et d'activités criminelles, il va, dès l'âge de 11 ans, commencer à consommer de la drogue. Et quand je dis de la drogue, c'est qu'il consomme absolument tout ce qui est consommable. Marijuana, ecstasy, oxycodone, Xanax, cocaïne, psilocybine, kétamine. Et il faut rajouter une information aussi précise, c'est que The Weeknd, c'est pas un fils de riche. Il est dans une famille très modeste, voire pauvre, et du coup, on peut se poser une question, comment est-ce qu'il finance sa consommation? Bien par du vol à l'étalage. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va s'intéresser à la musique. Cette musique sera très forte parce que dedans, il exprime ses émotions, ses expériences. Il utilise cet art comme un moyen de libérer des contraintes et de la réalité quotidienne. Cette capacité à transformer la douleur en art allait devenir une caractéristique importante de sa carrière musicale à venir. You don't know what's in store. You know what you're here for. Il faut savoir aussi une chose, c'est que Abel, c'était quelqu'un qui avait envie de liberté. Il avait envie d'être libre, de pouvoir faire ce qu'il veut, d'aller où il veut. Et au fur et à mesure, Abel va penser à partir. Partir, il ne sait pas où, mais partir quelque part et vivre tout seul. Et finalement, il va prendre cette décision un jour. Un soir de 2009, son ami Lamar l'attend en bas de l'immeuble avec son pick-up. Il descend, matelas pour dormir en main, le charge, et comme il le dit, il part pour un week-end sans jamais revenir à la maison. La vie en squat. Dépourvu de ressources financières stables et d'un lieu de résidence fixe, Abel a été contraint de chercher un refuge, un squat à Toronto. Un extrêmement important au 65 Spencer Avenue. Cette maison, vous allez voir après, elle a une grande importance dans la vie de Abel. Mais malgré qu'elle soit importante, c'est quand même un endroit peu confortable et où il ne régnait pas grande sécurité. On pouvait souvent voir passer des personnes peu recommandables, mais vous voyez, il y avait aussi des chanteurs qui passaient. Donc Abel pouvait pleinement épanouir son talent musical aux côtés d'autres artistes. Et la vie dans ces conditions précaires était difficile. Abel devait jongler entre recherche de nourriture et de vêtements, tout en essayant de poursuivre ses rêves musicaux. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Ces années dans ce squat ont été les premières où Abel s'est plongé pleinement dans la musique. Il passait des heures à écrire des chansons et à expérimenter avec des mélodies, transformant ses expériences et ses émotions en œuvres d'art. La musique est devenue son refuge, son royaume d'évasion face aux difficultés de la vie quotidienne. Mais alors une question vient, comment est-ce qu'il va commencer à se faire connaître? Est-ce qu'il va aller voir des maisons de disques? Est-ce qu'il va enregistrer dans une radio? Il va mettre en ligne sur YouTube. On est en août 2009 et c'est là que celui qui se fait encore appeler Abel présente au public sa première musique, Do It. Et franchement, je vais être honnête avec vous, pour une première musique, et surtout en 2009, c'est pas si éclaté que ça. Alors évidemment, c'est clairement pas au niveau de certaines de ses musiques les plus connues, comme Blinding Lights ou Starboy, mais pour une première, c'est quand même quelque chose de franchement pas mauvais.
Et d'ailleurs même, grâce à cette musique, il se fera repérer par un producteur, Jeremy Rose. Et il présente à Abel son projet de musique, de la R&B contemporain sombre. Il va donc présenter ce projet à un musicien, Curtis Santiago, et ce qu'il va faire, c'est qu'avec cette définition, R&B contemporain, il va faire plusieurs instrumentales. Rose va les faire écouter à Tesfaye et il va lui demander de faire un rap freestyle dessus. Oui, vous avez bien entendu, The Weeknd qui rappe. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes vont collaborer pour un album. En fait, l'idée de l'album, c'est qu'il y aurait 3 musiques qui seraient produites par Rose, c'est-à-dire qu'il s'occuperait de l'instrumental et The Weeknd chanterait par-dessus. Ces 3 musiques, ces 3 chansons, c'est What You Need, Loft Music et The Morning. Et les autres, ce seraient des chansons que Abel piocherait dans ses productions. Malheureusement, le projet sera abandonné et avec l'accord et l'accréditation de Rose, Abel va publier les chansons sur YouTube. Et c'est là que va arriver un élément déclencheur. Drake. Ouais, je vous l'ai posé comme ça, mais je vais vous expliquer. Drake a découvert les chansons sur YouTube. Il les a découvertes, il a bien kiffé, il a commencé un petit peu à en parler autour de lui. Voilà, il a fait un petit peu de pub, et c'est même là que va y avoir 2 médias qui vont critiquer la chanson, Pitchfork et New York Times. Et la critique sera excellente. À ce moment-là, Abel commence à gagner en popularité, et de ça, il décide de prendre un pseudonyme, The Weeknd. Et donc là, vous devez peut-être commencer à comprendre, mais The Weeknd, c'est une référence au week-end pendant lequel il est parti de sa maison. Et d'ailleurs, même aussi, petite anecdote, si The Weeknd s'écrit sans E, c'est parce qu'il y avait déjà à l'époque un groupe de musique qui s'appelait The Weeknd avec un E. Donc lui, il a retiré le E. Malin. La montée de l'artiste. Drake a pris l'initiative de soutenir The Weeknd et de l'introduire à un public plus large, c'est-à-dire qu'il va lui donner plein d'opportunités pour se faire connaître. Il va promouvoir ses chansons sur les réseaux sociaux, il va lui permettre de participer à son album Take Care sorti en 2011, dans lequel Abel fera une apparition dans les chansons True Love et The Ride. Ce qui a permis de toucher un public encore plus vaste, parce que faut quand même se dire qu'on est en 2011 et Drake c'est littéralement un monstre qui domine l'industrie musicale. Donc forcément, si t'as The Weeknd qui se ramène sur les chansons, c'est sûr qu'il va toucher un public absolument gargantuesque. Ses premières collaborations avec Drake ont été déterminantes pour l'ascension de The Weeknd dans l'industrie musicale. Elles lui ont permis de gagner en visibilité et en crédibilité, tout en lui offrant des opportunités de se connecter avec d'autres artistes et producteurs influents. La prise d'indépendance. Alors là, il faut que je vous parle d'un truc sérieux. Pourquoi est-ce que Drake l'a aidé ? Certains penseront directement que c'est simplement parce qu'il était sympa et qu'il aimait bien son style. Mais il y a une raison bien plus obscure derrière. Et je vais en reparler après. Déjà, il faut savoir que Drake avait une envie, c'était que The Weeknd signe à son label, OVO Sound. Sauf que ce dernier, après une décision audacieuse, ne pas signer. Il n'a pas signé au label de Drake et a fondé son propre label, XO Records. Et quand même, de choisir de créer son propre label et de refuser celui de Drake, qui a été à l'époque le numéro 1 de la musique, c'est un choix audacieux. Peut-être même dangereux. C'est d'ailleurs sous ce label qu'il va sortir 3 mixtapes acclamés par la critique en 2011, House of Balloons, Thursday et Echoes of Silence. Et d'ailleurs, si vous avez un minimum de niveau anglais, House of Balloons, qui veut dire la maison des ballons, maison, c'est une référence au squat dans lequel il vivait. Ces projets, caractérisés par des sonorités sombres et des paroles introspectives, ont rapidement attiré l'attention de l'industrie musicale et des médias, établissant The Weeknd comme l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Et c'est un petit peu là qu'il va couper les ponts avec Drake. Mais il va rapidement revenir dans notre histoire. Une explosion fulgurante. En avril 2012, Tesfaye entame sa première tournée internationale comprenant une performance au festival Coachella, ce qui n'est clairement pas rien, et des concerts à guichet fermé à New York. Et d'ailleurs, même ces concerts, ils auront une critique positive de la part de plein de festivals européens, comme Primavera Sound Festival en Espagne et au Portugal, et le Wireless Festival en Angleterre. Donc, réalisez quand même. Ça veut dire qu'à ce moment-là, The Weeknd commence à prendre de la notoriété européenne. C'est-à-dire qu'il commence à se développer à l'international. Il va d'ailleurs faire une performance au Wilton's Music Hall à Londres, en présence de personnes comme Katy Perry et Florence Welch, où il a repris la chanson Dirty Diana de Michael Jackson.
septembre 2012, le chanteur rejoint le label Republic Records, une filiale d'Universal Music Group, dans le cadre d'une collaboration avec son label XO. En décembre, il sort un album qui compile ses précédentes mixtapes Trilogy, et il va se classer à la 4e position du classement Billboard 200 aux États-Unis, avec plus de 86 000 exemplaires vendus. Et là, faut que je vous explique quelques trucs, parce que je vous sors plein de noms un petit peu compliqués. Le Billboard 200, c'est un classement qui classe, et 4e position du Billboard 200, c'est clairement pas mal. Le 16 mai 2013, le chanteur présente en avant-première le titre de son premier album studio Kissland et annonce la date de sortie prévue le 10 septembre. L'album est promu par différents singles comme Belong to the World et Life For en duo avec le rappeur Drake. Il part en tournée du 16 septembre au 25 novembre 2013. À la sortie de Kissland, il fait plusieurs collaborations. Il va par exemple faire la première partie de la tournée de Justin Timberlake. Il apparaît sur le titre Elastic Earth de Sia. Il va refaire une nouvelle tournée, le King of the Fall Tour. Il se déroule à travers les États-Unis entre septembre et octobre 2014. Et après sa tournée, il enregistre Love Me Harder en duo avec la chanteuse Ariana Grande. Le titre Earned It, bande originale du film 50 nuances de Grey sorti en 2015, lance sa carrière du chanteur à l'international. Il annonce ensuite faire une nouvelle tournée de Madness Fall Tour à travers les États-Unis entre novembre et décembre 2015. Après avoir collaboré avec de nombreux artistes comme Bailey, Meek Mill et Travis Scott, il apparaît sur le single Low Life du rappeur Future. Il est également présent sur le titre FML du rappeur Kanye West. Et finalement viendra un de ses albums les plus connus, Starboy, produit avec le duo français Daft Punk et annoncé en août 2016 pour être commercialisé en novembre 2007. Attendez, parce que là je vous ai enchaîné d'informations, il faut qu'on s'arrête et qu'on reprenne notre souffle. On est en 2016. 2016, Abel, il a 26 ans. D'accord, vous gardez ça en tête. Il a 26 ans, il a commencé, on va dire, sa carrière professionnelle en 2011, et en l'espace de 5 ans, il a travaillé avec Sia, Justin Timberlake, Travis Scott, Kanye West, Ariana Grande et Daft Punk. En l'espace de 5 ans. Ça prouve à quel point il a fait une montée absolument fulgurante. Et d'ailleurs, je dois vous donner une autre information extrêmement intéressante, c'est que pendant l'année 2015, il va se mettre en couple avec la mannequin Bella Hadid. Alors pourquoi je vous donne cette information ? Il va se passer quelque chose de grave et ça concerne Drake. Ah, je vous disais qu'il allait revenir. Au début, j'avais dit que Drake, son seul but, c'était pas de soutenir The Weeknd. Il y avait une idée plus obscure derrière, et c'est ça dont je vais vous parler. En fait, ce que Drake a commencé à faire pendant plusieurs années, quand il est devenu le numéro 1 mondial, c'était en fait essayer de repérer des personnes qui avaient beaucoup de potentiel, et même le potentiel de le dépasser, de faire en sorte qu'ils signent dans son label et de leur donner le moins d'opportunités possible pour s'illustrer. Et c'était littéralement son plan avec The Weeknd. Il a vu que c'était quelqu'un de dangereux qui aurait pu prendre sa place au trône, et il a voulu tout faire pour qu'il signe à OVO Records pour lui empêcher ça. Et c'est pour ça que je vous disais que la prise de décision d'Abel de devenir indépendant et de fonder son propre label, c'était le meilleur choix possible, parce que ça se trouve, il n'aurait jamais eu d'opportunité et ce ne serait pas devenu un aussi grand monstre qu'il l'est aujourd'hui. Et le problème, c'est que ce plan qui a totalement foiré, ça va faire très mal à Drake. Et il va avoir une idée en tête, se venger. Novembre 2016, les journaux éclatent, The Weeknd et Bella Hadid ont rompu. Ça, c'est un événement qui va beaucoup bouleverser The Weeknd, mais, et oui, il y a un mais, ça ne va pas être tout. Drake, en apprenant ça, il se dit, j'ai l'opportunité parfaite pour complètement descendre Abel. Et c'est littéralement ce qu'il va faire. Il va avoir une interview dans un journal dans lequel il va littéralement insinuer qu'il a eu une aventure avec Bella Hadid. Et donc ce serait la raison de pourquoi elle a quitté The Weeknd. I want my baby to have your eyes. Should I do New York? I can't decide. Fashion Week is more your thing than mine. Alors, ça va être rapidement démenti par Hadid, mais le mal était déjà fait et
Abel est profondément anéanti à la suite de ces deux nouvelles. En 2017, le chanteur va entamer une relation avec Selena Gomez, mais malheureusement, ils finiront par rompre un mois plus tard, et quelques jours après, Gomez se mettra en couple avec Justin Bieber. Et là, on est face à un Abel totalement anéanti au fond du gouffre, et toute cette tristesse, tout ce gouffre dans lequel il a sombré, il va tout concentrer dans son premier EP, My Dear Melancholy, sorti en fin janvier 2018. Et vraiment, si vous voulez écouter un truc brosson, allez écouter ça. Et vous savez, au début de la vidéo, je vous avais dit que The Weeknd avait consommé plusieurs drogues quand il était enfant. Pas forcément, au cours de sa carrière, il a été un peu obligé d'arrêter. Et même, il avait toutes les raisons d'arrêter, puisqu'il explosait, il était heureux, il vivait de la musique. Il avait aucune raison de continuer d'en consommer. Et là, il va totalement retomber dans les substances illégales. Kétamine, cocaïne, MDMA, champignons hallucinogènes, antitussifs. C'est simple, il va refaire une descente et va sombrer. Il va d'ailleurs raconter dans une interview qu'il a fait un concert complètement bourré. Donc voilà, on est en 2018, on a un The Weeknd complètement au fond du trou, dans une détresse sans précédent. Mais alors, comment est-ce qu'il va faire pour remonter? Eh ben, il y a une personne qui va l'aider à remonter, ce gars. Alors là, vous allez me dire, bah c'est The Weeknd. Oui, mais non. La création d'un personnage pour exprimer ses pensées. Ce gars qui est marqué par ses lunettes de soleil et sa veste rouge, ce personnage, il concentre les aspects les plus sombres et les plus troublés de la personnalité de Abel, et il va s'en servir pour exprimer ses pensées les plus profondes à travers ses musiques. Et si vous disiez qu'il l'a sauvé, c'est parce qu'en créant ce personnage, The Weeknd, il a trouvé un moyen de canaliser toute sa détresse, toute sa tristesse à travers ce personnage, et en plus a du coup pouvoir transformer cette tristesse en production artistique absolument dingue. La musique, c'est devenu pour lui un moyen de se libérer de ses démons intérieurs. C'est d'ailleurs un des éléments qui font que les fans se sentaient si proches de lui et continuaient de le soutenir. Ils voyaient en lui de l'authenticité, de la vulnérabilité à travers sa musique, et des fois même certains pouvaient se reconnaître dans son histoire, d'où tout le soutien qu'il avait. Et c'est là que va sortir son album, qui est pour moi la quintessence de son histoire, qui est pour moi le maximum, le prime, le zénith, ce que vous voulez, After Hours. Alors évidemment, je vous disais que du coup, il canalisait toutes ses pensées, et c'est littéralement ce qu'il fait avec After Hours. Par exemple, je prends une de ses musiques les plus écoutées, Save Your Tears. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, j'ai mis longtemps à le voir, c'est que sur le clip, il a une tête un peu bizarre. Et en fait, c'est littéralement une tête botoxée. Et en fait, ce visage botoxé, c'est un peu une critique de la malsénitude de l'univers hollywoodien dans lequel il était plongé pendant sa relation. Et maintenant, il faut que je vous explique à quel point After Hours a tout explosé. Vous savez, au début de la vidéo, je vous avais parlé des billboards, donc des classements des chansons qui ont eu le plus de succès. À la sortie d'After Hours, elle va être première en Amérique. C'est-à-dire que ce sera la musique avec le plus gros succès au moment de sa sortie. Déjà là, on se dit, waouh, c'est pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Là, je vais vous citer tous les pays dans lesquels il était premier du Billboard. C'est-à-dire tous les pays dans lesquels il était pendant une semaine ou plus la chanson la plus écoutée du pays. Australie, Belgique, Canada, Danemark, Estonie, États-Unis, Finlande, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs, même anecdote assez triste, c'est qu'en France, il n'était que deuxième. Et du coup, vous allez vous dire, waouh, mais qui a réussi à être devant After Hours? Mills 3 de Nino. Mais par contre, j'ai une autre anecdote que j'ai avec la France et The Weeknd, c'est que si vous êtes assez fan, vous devez forcément connaître Blinding Lights. Et bien, comme je vous avais dit au début, il y avait des billboards qui classaient les albums et les singles. Et du coup, Blinding Lights, lui, va réussir à être premier au Billboard français. Et d'ailleurs même, il va se payer le luxe de rester premier pendant 21 semaines. Ça fait littéralement 4 mois et des brouettes. Ça veut dire que pendant 4 mois, Blinding Lights c'était la chanson la plus écoutée partout en France. Et là, on est sur un enchaînement. Le 5 février 2021, le chanteur publie sa deuxième compilation qui reprend ses plus grands succès Highlights. 2 jours plus tard, il chante pendant la mi-temps de Super Bowl. Et début janvier 2022, il annonce la sortie de son album Down FM en collaboration avec plusieurs artistes comme Quincy Jones, Lil Wayne, Tyler, The Creator et Jim Carrey. Oui, Jim Carrey. Et là, faut que je fasse un aparté. Là c'est vraiment la partie, j'ai rien écrit et je vais parler avec mon vécu.
J'ai pas écouté tout Down FM, mais mon dieu que ça a l'air bien. Mais j'ai écouté seulement deux chansons. Is There Someone Else. La deuxième chanson dont j'en ai parlé, c'est Phantom Regret by G. C'est une chanson, 3 minutes, The Weeknd ne chante pas. Qui chante? Jim Carrey. Oui, vous avez bien entendu. L'acteur, celui qui joue The Mask, il chante. Enfin, il chante. Je sais pas vraiment si on pourrait dire ça que c'est chanter. En fait, Phantom Regret, c'est un poème. C'est pas vraiment une chanson. C'est un poème et ce que je vous recommande, c'est que si un jour vous voulez l'écouter, juste mettez-vous dans un endroit au calme, silencieux. Vous lancez la musique dans vos oreilles avec des écouteurs et vous mettez la traduction française de la chanson. Et vous lisez, vous écoutez. C'est ce que j'ai fait et mon Dieu, c'est puissant. Ce qu'il dit dedans, c'est littéralement un récapitulatif de toute sa vie, un récapitulatif de nous, de son public, de lui, de tout. Et cette chanson, mon Dieu, qu'elle est puissante. The Weeknd, aujourd'hui, The Weeknd a 34 ans. Et mon Dieu, 34 ans, c'est jeune. Là, je sais que toutes les personnes de moins de 34 ans viennent de sourire et depuis de 34 ans ont un peu grimacé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à 34 ans, il a déjà quasiment tout réussi. Il a eu plusieurs prix, il a eu plusieurs platines, il a fait des chansons absolument extraordinaires. Enfin, littéralement, s'il voulait, maintenant, il pourrait arrêter sa carrière, qu'il pourrait se la couler douce pendant le restant de ses jours. Et malgré tout, il continue, et moi, j'espère qu'il va continuer encore longtemps, parce que The Weeknd est puissant. Presque tous ses albums sont des sans faute, et j'espère qu'il va continuer comme ça. En somme, The Weeknd, c'est beaucoup de choses. C'est un passé difficile, c'est des épreuves qui pour beaucoup auraient été insurmontables, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de drame, mais The Weeknd c'est aussi autre chose. De la force, de la détermination, de l'audace, et beaucoup de persévérance. Franchement, The Weeknd, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes ces dingueries qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait planer, qui nous ont donné l'impression d'être dans un nouveau monde. Moi, j'ai pris plaisir à écouter ces chansons et je continuerai de les écouter encore très longtemps parce que c'est un chanteur absolument exceptionnel. Et maintenant, vous savez comment The Weeknd est devenu The Weeknd.